Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre en 2050. Ça, c'est la perspective. La question qui suit est qui va les fabriquer ? Pour l'heure, ce sont les États-Unis et la Chine qui pointent en tête de cette nouvelle compétition mondiale. Va-t-il alors rester que des miettes aux Européens ? Eh bien, réponse avec mes deux invités, Lucas Goumard, fondateur et PDG de Corben Robotics, et Stéphane Bobo, président d'Innov8 Group, qui propose des produits connectés et invente des logiciels pour la robotique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Ali. Je voudrais qu'on commence par tout simplement écouter un responsable d'entreprise taïwanais depuis Taipei qui nous trace le paysage industriel en ce qui concerne les robots humanoïdes. On l'écoute, il s'exprimait ainsi le 20 août 2025. On l'écoute. Les États-Unis sont actuellement en première ligne de la production de robots humanoïdes parce qu'ils possèdent l'IA la plus performante. Mais la Chine continentale avance très rapidement, surtout dans le domaine du hardware, grâce aux nombreux fabricants présents là-bas. L'avantage de Taïwan aujourd'hui, ce sont les semi-conducteurs et quelques bons fabricants de composants. Tout le monde doit travailler dur à l'avenir et intégrer ces différentes ressources pour avoir une chance d'être concurrentiel dans l'industrie des robots humanoïdes. Voilà, c'était Johnny Chen, PDG de Solomon Technology Corporation, donc une entreprise de Taïwan. Vous l'avez vu, il a cité évidemment les États-Unis, il a cité la Chine continentale, Taïwan, pas les Européens. Alors évidemment, le focus, c'est sur la Chine. On va regarder, si vous voulez, ces premiers chiffres qui sont issus de TrendForce, qui est un cabinet d'analyse. Il date d'avril 2026 et on voit bien que la production de robots humanoïdes en Chine, c'est plus 94% en 2026 et 80% du marché en Chine, c'est squatté par deux entreprises, Unitree et Agibot, dont Unitree qui a 50%. Il se trouve qu'Unitree et Agibot, Stéphane Bobo, ce sont vos partenaires. Oui, en effet, on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant avec ces acteurs, ces leaders chinois et mondiaux dans la robotique humanoïde. Et en effet, ce sont eux aujourd'hui qui produisent et qui vendent le plus de robots dans le monde. Ouais. Et vous, Lucas Goumard, vous travaillez avec eux ? Nous, on travaille aussi avec eux sur la partie logicielle, en fait. Ouais. Donc, nous, on va aider à développer l'intelligence de ces robots. D'accord, mais la partie mécanique, alors vous l'utilisez ? La partie mécanique, on l'achète justement en partenariat avec Stéphane et avec d'autres, du coup. Donc, voilà, nous, on s'occupe que de la partie vraiment focus sur l'intelligence des robots et faire fonctionner ces robots-là dans des cas concrets. Et la partie mécanique, vous l'achetez où ? Et là, en Chine, du coup, ou en France avec Stéphane. Voilà. D'accord. Stéphane, vous êtes distributeur des produits. Alors, exactement. Le métier d'Innov8, c'est d'être master distributeur, donc d'avoir ces partenariats stratégiques avec de grandes entreprises internationales et beaucoup chinoises depuis une dizaine d'années, parce que l'innovation vient beaucoup de Shenzhen. Et donc, notre métier, c'est d'être capable d'amener sur le marché ces plateformes, d'identifier des partenaires comme Corben qui vont travailler sur ces logiciels et d'être capable de fournir des solutions complètes à des clients finaux, à des utilisateurs finaux. Pour ça que l'un des grands enjeux, c'est cette intelligence des robots, d'être capable de leur doter de briques logicielles essentielles qui permettront à ces machines de devenir demain de plus en plus autonomes. Alors, on y reviendra justement sur cet aspect. Ce que vous voyez, ce que vous vivez lorsque vous êtes en Chine, Lucas et vous-même, Stéphane, c'est évidemment une échelle de production qui n'a rien à voir avec notre échelle en Europe et aux États-Unis. C'est ça d'abord la première force de la Chine. On connaissait la Chine et Shenzhen particulièrement comme étant l'usine du monde. Ça, c'était il y a 20 ans. Depuis 10 ans, c'est le centre d'innovation mondiale. Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de production et d'industrie. Donc, ils ont des capacités extrêmement importantes pour produire en grande quantité et à bas coût, parce qu'ils ont énormément robotisé, industrialisé leurs process. Mais ils sont aussi aujourd'hui dotés
2 centres d'innovation. Il faut savoir que à Shenzhen et à Nanshan tout particulièrement, qui est cette Robot Valley, il y a une douzaine d'universités qui produisent d'excellents ingénieurs. Sur 3 km². Exactement. Donc il y a une proximité entre le secteur académique et le secteur industriel pour faire travailler ces futurs ingénieurs sortis d'école directement au cœur de ces centres industriels et sortir des produits extrêmement performants. Les sortir innovants. à une vitesse incroyable, Lucas Goumard. Je crois qu'on peut réaliser un prototype en 18 heures là-bas. Oui, c'est ça. C'est aussi une des grandes différences entre la Chine et ses potentiels concurrents. C'est une rapidité, une capacité d'exécution et d'accélération entre une idée et derrière la réalisation d'un prototype, voire même après la commercialisation. Et c'est ça aussi qui fait leur force. Stéphane l'a très bien dit, il y a un tissu industriel, il y a un tissu d'intelligence universitaire, mais il y a aussi cette capacité-là via la norme aussi, parce qu'en Chine, les normes sont extrêmement facilitantes pour développer du business et de l'innovation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un gros, il y a peu de normes. En gros, quand on dit facilitante, c'est-à-dire qu'il y a peu de normes qui encadrent. C'est ça, oui. Donc cette capacité à vous fournir un prototype en 18 heures, c'est-à-dire qu'il y a des sous-traitants partout, il y a des prestataires partout. Oui, en effet, toute la chaîne de valeur est vivante à Shenzhen. Je dirais que pour un robot humanoïde, vous avez quasiment 80% des composants qui sont disponibles, accessibles en quelques heures pour réaliser ces prototypes, ce qui accélère grandement ces phases de développement. Le temps de développement d'un produit complet pour la mise sur le marché, c'est 9 mois. C'est 2 fois plus rapide que partout dans le monde. Et donc, ça donne en effet cette rapidité d'itération, parce que c'est là où la Chine est très forte. Alors, même s'ils ont des normes moins importantes que ce que nous, on peut avoir, on a peut-être trop de normes aussi en Europe, ce qui nous ralentit aussi beaucoup. Mais il faut savoir qu'ils ont cette capacité d'itérer, de faire évoluer très rapidement leurs produits en les confrontant au marché très rapidement. Donc écosystème très puissant avec les universités, les prestataires, etc. Mais aussi, Lucas Goumard, un État stratège sur la robotique, et en particulier la robotique humanoïde. Complètement. L'État chinois fonctionne via des plans, ce qu'on appelle les plans quinquennaux. Donc, dans les plans quinquennaux de l'État chinois, la robotique fait partie justement de ses priorités stratégiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre le pourquoi. C'est à la base aussi un enjeu démographique, parce qu'on parle de robotique, on parle beaucoup du coup de technologie, mais c'est un enjeu démographique. Pourquoi ? Parce que la Chine, exactement, connaît un déclin démographique, et donc la robotique est une des réponses aussi à ce déclin démographique. D'ailleurs, on peut voir certaines similitudes avec l'Europe. C'est pour ça aussi qu'il se met à avoir une traction aussi en Europe sur la robotique, parce qu'on a aussi un continent qui vieillit, donc avec aussi un déclin démographique aussi, peut-être moindre, mais on en a un aussi. Stéphane Bobo, vous citez le chiffre de 8 milliards. C'est un fonds d'investissement qui a été mis en place par la municipalité de Shenzhen. Donc là, on n'est même pas au niveau de l'État Pékin, quoi. Oui, tout à fait. C'est en local pour pouvoir flécher des investissements directement dans des sociétés autour de la robotique et de l'IA. Ils subventionnent même à moins de 70% les loyers pour des jeunes entreprises qui se lancent, voire même la gratuité pour celles qui sont les plus innovantes pour avoir accès à une infrastructure, des bureaux et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie volonté politique d'encourager, d'accompagner la création de cet écosystème. Et donc en quelques années, on a vu plus de 150 fabricants de robots humanoïdes se lancer dans cette aventure en Chine, compte à peine une dizaine en Europe ou aux États-Unis. Alors, parlons maintenant de l'Europe et des États-Unis, mais d'abord des États-Unis. Pourquoi, quand même, on met les États-Unis en haut du panier en ce qui concerne cette course, Lucas Goumard ? Déjà, parce qu'aux États-Unis, on a une très grande entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Tesla, qui a fait un pari très fort sur la robotique. Elon Musk, dans son nouveau plan de commissionnement, il doit vendre, je crois, à horizon de 2-3 ans, plus d'1 million de robots c'est ce qu'il annonce, humanoïdes. Bon, il annonce même carrément un pivot. Il a même dit que des entreprises qui fabriquaient des voitures, ça allait devenir une entreprise qui allait fabriquer des robots. Donc il y a une entreprise qui pèse très lourd. Mais là aussi, où il y a quelque chose qui est important, et quand on voit l'hyperconcentration, on parlait de l'Asie, c'est que même une autre entreprise qui s'appelle Boston Dynamics vient d'être
d'être racheté par Hyundai. Donc Hyundai qui est une entreprise sud-coréenne. Donc on voit quand même que même si les États-Unis essayent d'aller sur le marché de l'humanoïde, il y a quand même une hyper concentration au niveau asiatique. Ouais. Et on a connu quand même, je me souviens, au début des années 70, c'était plutôt les Japonais qui étaient présents sur ce marché des robots. Ils ont disparu là ? Alors les Japonais ont perdu de leur capacité de production, on l'a vu, les Japonais étaient dans les années 80 à l'équivalent de ce qu'est la Chine maintenant, mais dû à une politique monétaire qui a été complexe et pas mal de facteurs économiques, ils ont perdu en fait. Ils ont décroché sur les robots. Ils ont décroché sur les robots, sur l'innovation et sur la capacité de production. Stéphane parlait de production, la Chine a quand même le leadership au niveau mondial sur cette capacité de production sur les robots humanoïdes de manière extrêmement large, on parlait de plus de 80%. Donc Stéphane Bobo, la solution pour l'Europe? La solution, c'est de ne plus viser une indépendance totale de la production de ces machines en France ou en Europe. Je pense que c'est un peu utopique d'imaginer qu'on pourrait rattraper ce retard industriel depuis plus de 20 ans. En quelques années, ça semble irréaliste et qu'il faut plutôt viser une interdépendance avec des partenaires internationaux qui sont ouverts à la collaboration. Et donc, c'est en cela où on a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui avec des partenaires technologiques, industriels et commerciaux en Chine qu'aux États-Unis, ce qui pourrait être assez surprenant parce qu'on pourrait imaginer collaborer plus facilement de par notre histoire avec les États-Unis. Et en effet, des acteurs comme Tesla ou Figure AI sont des entreprises qui sont assez fermées, assez secrètes. On n'a pas accès aujourd'hui à leurs machines pour imaginer développer des solutions, alors qu'aujourd'hui, on arrive à travailler avec des acteurs industriels en Chine qui nous donnent des plateformes ouvertes. On peut librement travailler à développer des logiciels avec Lucas sur ces machines. Donc la répartition des tâches, Stéphane Bobo, pour bien vous comprendre, la répartition des tâches, c'est ils vont avoir la mécanique, le hardware tout à fait. Et nous, les Européens, on va leur apporter les logiciels. À nous d'inventer, en effet, ce cerveau français, cette intelligence pour permettre à ces robots de devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus efficients dans leurs tâches, d'être capables de les piloter à distance, de les suivre, et ainsi de suite. Et donc là, on a besoin d'un savoir-faire local, on a besoin de faire émerger des nouvelles entreprises qui seront capables d'opérer ces logiciels-là, de faire des ponts avec le secteur académique. C'est pour ça que nous, on travaille énormément avec certaines universités en France. Il faut savoir qu'on a d'excellents chercheurs qu'il faut aujourd'hui mobiliser pour créer ces ponts publics-privés et faire émerger ces briques en même temps, essentielles. Cette répartition, eux, la mécanique, en gros, je schématise, et nous, les logiciels, est-ce qu'elle va tenir? Parce qu'évidemment, ils vont progresser sur les logiciels. Et je voudrais vous faire écouter donc une intervention de Pu Xiao, qui s'occupe de la recherche et du développement dans une entreprise, une université chinoise. Il s'exprimait le 12 avril 2026 et vous allez voir que là encore, ils ont envie d'avancer sur les logiciels avec des robots qui, notamment, grimpent sur les murs. On regarde et on l'écoute. Ce robot représente le modèle à grande échelle des robots chinois spécialisés. Pour l'entraîner, nos robots ont accumulé plus de 100 000 heures d'opération, une distance de 22 500 km et une surface de 5 000 km². Les précieuses données récupérées ont permis aux robots d'apprendre énormément et de devenir de plus en plus intelligents. Lucas Goumard, là aussi, ils vont progresser. Leurs robots vont avoir des logiciels de plus en plus performants. Alors là aussi, effectivement, ils vont progresser. Mais encore une fois, pour que les téléspectateurs comprennent bien le modèle des robots humanoïdes, actuellement, quand vous achetez un robot, quand une entreprise comme moi achète un robot humanoïde, le robot est sur une plateforme ouverte, il a encore très peu de cas d'usage. Et ça représente, alors ça peut paraître bizarre, mais le modèle économique pour l'instant des robots humanoïdes, c'est des robots sur lesquels en réalité il y a tout à faire. Donc même si bien entendu la Chine va avancer sur cette partie-là, logiciel et software, on a dans cette course-là, pour moi, donc dans cette course-là au software, au cas d'usage,
une carte vraiment encore très forte à jouer. Lucas Gouma, expliquez-nous votre travail. Donc vous achetez des robots et vous les placez dans des entreprises, donc, par exemple pour faire le ménage, c'est ça ? Nous, c'est exactement ça. Nous, on achète des robots, donc on achète uniquement donc, la partie hardware, donc la partie mécanique, et nous, on vient y intégrer notre plateforme, en fait, et cette plateforme, elle va aider ce qu'on appelle à manager le robot, donc à se servir du robot, à utiliser le robot, et nous, on va implémenter à l'intérieur du même robot des nouveaux cas d'usage, c'est-à-dire que souvent, un robot de ménage, il a un cas d'usage qui est très simple à comprendre, c'est le ménage, mais nous, on va venir y implémenter d'autres cas d'usage. On fait pareil sur des robots de transport, sur des robots d'accueil, et bien entendu sur les robots humanoïdes qui va représenter le futur du marché d'ici. Et là, vous êtes propriétaire de cette implantation. Et là, on est propriétaire de ce logiciel avec aussi, on parlait de normes, notre logiciel RGPD, c'est-à-dire que la donnée, parce qu'il y a quand même un énorme enjeu sur ces logiciels de savoir où va aller la donnée, avec une donnée qui réside du coup à Paris, en région parisienne, donc en France, en Europe. Stéphane Bobo, donc on a vu le modèle chinois, l'écosystème est très clair, les universités, les entreprises, l'État, etc. Nous, on a besoin de quelle partie de ce modèle pour justement être présent sur les logiciels? Alors, c'est pour ça que l'IA est un véritable accélérateur à cette intelligence robotique. C'est là où on a, je vous le disais, d'excellents chercheurs, d'excellentes startups qui travaillent sur cette IA pour doter justement ces robots de solutions qui vont permettre de faire de l'apprentissage rapide. Donc, on travaille avec certaines d'entre elles justement pour tester ces solutions et démontrer qu'en France, on a la capacité à avoir un apprentissage et une autonomie des robots qui soit meilleure que ce qu'on peut avoir aujourd'hui en Chine ou aux États-Unis. Et donc, on travaille sur ces solutions-là. L'idée, c'est d'être les premiers à déployer des robots concrètement dans des entreprises, dans des industries, dans des centres logistiques, demain dans des accueils d'hôtels. Et donc de démontrer les capacités françaises à faire émerger ces solutions. Mais là, vous me parlez des entreprises, vous me parlez des centres de recherche, des universités, donc du monde académique, mais vous ne parlez pas de la stratégie de l'État au niveau français ou européen. Je dirais que c'est notre principal handicap aujourd'hui. Quand on est entrepreneur, aujourd'hui, on doit compter sur nous-mêmes. Donc, entre entrepreneurs, entre grandes entreprises, petites entreprises, pour serrer les coudes, pour créer des synergies, pour aller de l'avant, parce que, à la différence de la Chine ou des États-Unis aujourd'hui, on manque un peu d'un État qui a une vision de marché, une vision technologique, de grands enjeux pour soutenir cette dynamique. Et donc, on sait qu'on a des échéances prochaines qui vont être importantes. On espère qu'au-delà de 2027, on ait un gouvernement qui nous donne cette vision qu'on attend. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar. Un livre, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, un e-book, un livre uniquement en version digitale, qui pose une question centrale dans son titre. Robots humanoïdes vont-ils prendre votre travail? Le livre numérique s'intitule et son auteur est Bastien Lépine, rédacteur en chef du site lebigdata.fr. Bonjour Sébastien Lépine. Bonjour. Alors, est-ce que les robots vont nous prendre notre travail? Est-ce que vous avez une réponse à la fin de ce livre? Alors, avoir une réponse ferme et définitive, c'est difficile. À l'heure actuelle, tout du moins sur le long terme, à court terme, en fait, l'avenir immédiat, ça va plutôt être non pas le remplacement, mais vraiment la collaboration entre l'homme et la machine, c'est-à-dire la cobotique. Et demain, arriver à un entretien d'embauche sans son assistant IA ou son robot, ça sera comme se présenter au JO en tongs. Ah oui, donc ça veut dire qu'en gros, les robots vont aider les hommes dans certaines tâches, donc l'homme ne pourra plus effectuer certaines tâches, ça va le faciliter, mais ça ne va pas supprimer forcément des emplois. C'est ce que vous écrivez. À court terme, oui, je pense que ça va être dans cette direction qu'on va aller. Donc notamment avec l'arrivée des humanoïdes, mais aussi avec d'autres dispositifs robotiques comme les exosquelettes, comme les assistants cognitifs qui vont permettre aux travailleurs de tous les domaines de décupler leur performance ou leur productivité. Donc on ne recrutera plus un individu seul, mais un binôme, c'est-à-dire vous et l'IA que vous aurez entraîné à vos méthodes de travail. En même temps, à long terme, vous citez cette étude McKinsey qui dit que 30% des emplois mécanisés d'ici 2030 vont être clairement supprimés.
Alors oui, ce sont les chiffres avancés euh, pour le moment par McKinsey. Mais voilà, le vrai danger, c'est pas le robot qui va vous remplacer, c'est plutôt le concurrent, le collègue qui sait déjà travailler avec ces technologies et c'est lui finalement qui risque de prendre votre place. Vous citez un exemple d'un hôtel au Japon, je crois, si ma mémoire est bonne, où il y avait beaucoup de robots et ils sont revenus en arrière, ils ont remis de l'humain. Alors oui, effectivement, certaines entreprises, pas seulement dans le domaine de l'hôtellerie, même dans les usines, notamment automobiles, qui ont essayé de remplacer à 100% par des robots, font à présent un retour en arrière parce qu'on se rend compte que eh bien, les compétences humaines comme la créativité, l'empathie, finalement, ne sont pas remplaçables, du moins pour le moment. Et en même temps, vous dites, bon, destruction d'emplois, c'est sûr, mais création de nouveaux emplois également, mais évidemment des emplois de haut niveau de compétences, non? Alors oui, effectivement, déjà, la prolifération des robots va amener de nouveaux besoins en termes d'ingénieurs, de techniciens capables aussi de maintenir ces machines assez complexes, d'analyse de données. Et on peut aussi s'attendre à l'apparition vraiment de tout nouveaux robots, c'est-à-dire par exemple des coordinateurs qui seront chargés voilà, d'orchestrer ces flottes de robots, finalement de les manager Hmm. à grande échelle. Vous citez un autre chiffre, moi, qui m'a frappé, hein, c'est que le coût horaire du travail d'un robot sera de moins d'1 dollar de l'heure en 2035. 1 dollar de l'heure, c'est ce qu'on donnait dans les années 80 aux salariés dans les usines en Chine. Oui, tout à fait. Donc, c'est le chiffre actuellement qui est envisagé par les experts du domaine et par les industriels. Effectivement, le coût de fabrication des robots va diminuer drastiquement. Euh, donc, de fait, le coût également d'exploitation. Et à terme, eh bien, ça coûtera bien moins cher, effectivement, de l'ordre d'un dollar de l'heure pour les entreprises d'utiliser des robots, donc bien moins cher que d'employer des salariés. Est-ce que pour vous, c'est quand même un enjeu de société, ce phénomène de robot? Alors tout à fait, on est vraiment dans un phénomène de société euh, avec des questions très complexes, auxquelles il est très difficile de répondre sur la place de l'humain euh, dans un monde finalement où les robots font tout le travail. Et c'est parce qu'il est difficile d'y répondre que des géants aujourd'hui comme Google recrutent des philosophes ou même des prêtres pour tenter d'y répondre. Je voudrais que mes invités réagissent par rapport à ça très rapidement, Stéphane Bobo et Lucas Goumard. Oui, enfin, je pense que, en effet, les premières étapes, c'est déjà de répondre à une problématique de pénurie de main-d'œuvre dans un très grand nombre de métiers ou de pénibilité au travail, dans les entrepôts logistiques, dans l'industrie, dans les hôpitaux. Il y a des carences en fait d'emplois extrêmement importants sur lesquels les robots vont apporter une solution. Lucas Goumard. Ouais, parfaitement aligné, hein. En France, pour donner quand même un chiffre, on estime entre 300 et 400 000 la pénurie de main-d'œuvre dans certains types d'emplois. Donc déjà, c'est pour ça qu'il faut quand même, je pense, voir les choses de manière progressive. Déjà, il n'y a même pas en fait encore assez de personnes par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre, surtout dans des métiers difficiles. On parlait de pénibilité, hein. C'est souvent des métiers où il y a une pénibilité forte, dite physique, hein. Donc les robots vont venir soulager. Par contre, après, à terme, bien sûr qu'il va y avoir d'autres, ça ne va pas uniquement ces emplois qui vont être touchés par la révolution IA et robotique, hein. D'ailleurs, il faut lier les deux, hein. Les deux sont intimement liés. Mais là, voilà, c'est aussi aux législateurs, on en parlait, d'imaginer ça, parce que oui, il va y avoir des conséquences sociales et anthropologique. Merci à tous les deux pour vos réponses. Merci également à Bastien Lépine pour vos réponses et votre livre. Aux avant-postes, bien c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux. Au revoir.